Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, hier, la justice de notre République a rendu son verdict dans une affaire qui n'a rien de banal tant elle était scrutée. Depuis hier, des responsables politiques se succèdent pour commenter, voire pour condamner cette décision. Certaines autorités de l'État évoquent même un trouble. Mettre en cause une décision de justice, c'est manquer aux principes élémentaires de la séparation des pouvoirs et de l'État de droit. Mettre en cause individuellement des magistrats, c'est d'exercer sur eux une pression inacceptable qui appelle les condamnations les plus fermes. Non, ces femmes et ces hommes ne sont pas les agents d'un système, mais les juges impartiaux dont notre République a besoin. Mettre en cause la loi quand il s'agit de l'appliquer aux puissants, c'est accréditer l'idée qu'il y aurait une justice à deux vitesses. Toutes les Françaises et tous les Français sont égaux devant la loi. Seuls les faits comptent. 4 millions de détournements d'argent public et en l'espèce, ils sont accablants. Mettre en scène une opposition entre le peuple et sa justice, c'est emprunter une voie sans issue qui nous conduit hors de l'état de droit, hors de la démocratie, hors de la République. Non, le peuple français n'est pas privé de la souveraineté par des juges qui rendent la justice en son nom. Toutes les manœuvres du monde ne pourront renverser la réalité. Dans cette affaire, un système, des prévenus, un parti et sa chef ont été reconnus coupables. Et la justice, elle, n'est pas sur le banc des accusés. Monsieur le Premier ministre, alors que les attaques contre notre État de droit sont proférées du Kremlin à la Maison-Blanche par les amis de Madame Le Pen, en perçant par certains bancs de cet hémicycle, nous vous demandons aujourd'hui d'exprimer devant la représentation nationale votre soutien inconditionnel à la justice de notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ouais. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vallot. D'abord, je n'ai pas entendu la fin de votre question parce qu'elle était couverte par les manifestations diverses de soutien et probablement aussi de contestation. Mais j'ai tout à fait saisi le sens de la question. Premièrement, il n'y a pas de possibilité, a fortiori pour un responsable gouvernemental, de critiquer une décision de justice. J'estime même que nous n'en avons pas le droit. Deuxièmement, le soutien que nous devons apporter aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions doit être un soutien en effet inconditionnel, non mesuré, puissant. Et il est très important que l'ensemble de la représentation nationale formule ce soutien. Il est vrai qu'il y a des interrogations. Et j'ai moi-même souvent exprimé des interrogations sur le seul sujet qui me paraît devoir être dans cette affaire sous notre observation. En principe de droit, toute décision lourde et grave en matière pénale doit être susceptible d'appel. Toute décision et de recours. Il se trouve que le seul point de l'exécution provisoire fait que des décisions lourdes et graves ne sont pas susceptibles de recours. Des décisions potentiellement porteuses de conséquences irréversibles ne sont pas susceptibles d'appel. Je l'ai dit comme citoyen à différentes reprises, par exemple pour le maire de Toulon, je considère qu'il devrait y avoir possibilité, je considère comme citoyen qu'il devrait y avoir... Je suis citoyen. Voilà. Et donc,
les principes du droit. Allez, s'il vous plaît. Et donc, les principes du droit font que les décisions de justice sont protégées, que les magistrats doivent être soutenus et que c'est au Parlement, lorsqu'il s'agit de s'interroger, de prendre ses responsabilités. Monsieur le garde des Sceaux, le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement par acte, parole, écrit ou image de toute nature sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Cet article du Code pénal a l'air d'avoir échappé à certains, mais vous me direz, ils ne sont plus à ça près. Car depuis hier, nombre de réactions se sont fait entendre, en premier lieu celle de l'extrême droite mondiale qui dénonce une décision de justice qualifiée de politique. Poutine, Musk, Orban sont d'ailleurs les premiers qui crient au scandale démocratique. S'en est suivi un déferlement de réactions dangereuses et populistes de la part de tout l'état-major du Rassemblement national. Et au milieu du bruit et de la fureur, votre gouvernement est resté bien silencieux, pire, troublé. Monsieur le ministre, alors que le pouvoir judiciaire n'aura jamais été autant attaqué, il est inquiétant de ne pas vous entendre le défendre. Alors redisons-le avec force. En France, il n'y a pas de dictature judiciaire. Il n'y a pas de justice politique, ni de tyrannie des juges. Car dans un état de droit, la loi s'applique sans privilège. Et aucun sondage, aucune intention de vote ne saurait vous donner un totem d'impunité. Alors, monsieur le garde des Sceaux, allez-vous prendre la mesure de la rupture qui s'opère dans notre pays, rupture qui, outre-Atlantique, a conduit à l'assaut du Capitole? Entendez-vous protéger les magistrats des attaques incessantes de l'extrême droite, protéger nos institutions et finalement les fondements de notre République, protéger des juges qualifiés de mollahs du droit qui incarnent l'indépendance de la justice? Monsieur le garde des Sceaux, vous annoncez des délais raisonnables. Serait-ce alors une justice d'exception? Levez les troubles sur la position de votre gouvernement. Merci un seul beaucoup, tweet ne suffira pas. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Allez. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Je souhaiterais, si vous me le permettez, une nouvelle fois rappeler que les décisions de justice doivent être rendues. Allez, s'il vous plaît, messieurs. Allez, monsieur le ministre, s'il vous plaît, je vous remercie de reprendre votre réponse. Je souhaiterais rappeler, Madame la députée, qu'une nouvelle fois, les décisions de justice doivent être rendues, comme je l'ai dit tout à l'heure, au groupe du Rassemblement national, dans un climat d'apaisement. Et la question que vous posez, Madame, sur la défense de l'autorité judiciaire, je l'ai fait mienne dès hier, en fin de journée. Peut-être que cela vous a échappé, mais publiquement, sur tous les réseaux sociaux, j'ai apporté mon soutien à tous les magistrats et singulièrement à la présidente du tribunal qui, depuis ce matin, a été contactée par les services de la DSJ, la direction des services judiciaires de mon ministère, pour lui proposer non seulement la protection fonctionnelle, mais en lien avec le ministère de l'Intérieur, une protection policière si elle le souhaitait. Il se trouve que la protection, Madame, des magistrats, elle est évidemment consubstantielle au travail que le garde des Sceaux doit faire avec l'ensemble de ses services. J'ai évoqué des délais raisonnables, qui me paraît un mot français pour dire que les gens doivent raisonnablement être jugés en appel comme en première instance dans notre pays. C'est le cas de tous les Français. Et j'ai expliqué, Madame, dans ma question, mais vous n'avez sans doute pas entendu totalement la réponse dans le brouhaha qui était peut-être celui de ma réponse, qu'il appartenait souverainement à la Cour d'appel de Paris de fixer la date parce qu'elle était parfaitement indépendante dans la fixation de ces audiences. Je me permets de dire, Madame, que lorsque l'on veut que la justice soit respectée, que les magistrats ne soient pas attaqués, qu'on ne puisse pas la politiser d'un côté ou de l'autre, je pense qu'on peut éviter un certain nombre de questions polémiques en mélangeant à peu près tout, parce que les Français, en nous écoutant, ne comprennent à peu près rien. Merci Madame la Présidente. La transition est toute faite puisque ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports.
Madame la ministre, une procédure de dissolution vise plusieurs associations de supporters de football, notamment dans ma ville de Saint-Étienne. Je le redis très clairement, nous sommes tous d'accord pour lutter contre les violences et les discriminations dans les stades et aux abords. Des dérives existent. Elles sont le fruit de comportements individuels et nous les condamnons. Mais pour garantir la sécurité publique dans les enceintes sportives, la dissolution de nos associations de supporters n'est pas une bonne solution. Elle doit être réservée aux groupuscules hooligans que personne ici ne défend. Ce n'est pas simplement le propos d'un supporter, c'est ce que disent à l'unisson aujourd'hui des sociologues, des responsables de clubs, des associations, des acteurs de la sécurité, des élus de tous bords et même deux de vos prédécesseurs au ministère des Sports. Madame la ministre, réaffirmez ici que votre volonté de privilégier des sanctions individuelles aux mesures collectives par définition injustes et surtout inefficaces. Réaffirmez que pour préserver ce qu'il reste d'un football populaire, nous ne voulons pas de tribunes aseptisées et que le foot a besoin de ses supporters. Réaffirmer l'importance des associations qui structurent le supporterisme en France, qui sont les partenaires des clubs et des pouvoirs publics et qui sont des acteurs sociaux majeurs sur leurs territoires respectifs. Nous étions des milliers dans les rues de Saint-Étienne samedi dernier. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des familles en poussette. Nous étions loin d'un cortège de hooligans comme se l'imagine peut-être la place Beauvau. Hier, la commission consultative de prévention des violences a appelé à la réouverture du dialogue. Nous nous en réjouissons. Le club de la SSE est prêt à prendre toute sa part. Les supporters dans leurs associations aussi. Vous devez, Madame la Ministre, prendre la vôtre. Ma question est simple. Pensez-vous qu'il existe désormais une autre voie que celle de la dissolution de ces associations? Et vous engagez-vous à défendre jusqu'au bout toute solution alternative? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Marie Barsac, ministre des Sports. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Courbon, avant tout, je veux dire, comme vous l'avez fait, que les violences n'ont aucune place dans nos stades, qui sont des lieux de ferveur et de passion sportive. Les supporters sont l'âme des clubs et ils doivent pouvoir aller au stade entre amis ou en famille sans craindre des violences et des manifestations de haine. Face aux dérives de quelques-uns qui ternissent l'image du football, la position du gouvernement est claire. Priorité aux sanctions individuelles. Cette approche, nous l'affirmons et nous la dotons d'outils. C'est tout le sens de la circulaire que nous avons signée avec Bruno Retailleau le 6 mars dernier et le sens de la convention que nous allons signer avec également le ministre de la Justice et la Ligue professionnelle de football. Ce sera fin avril. Par exception, des sanctions collectives peuvent être envisagées face à la répétition d'actes violents commis en réunion. Face au groupe hooligan, par exemple, de la Légion X, c'est la dissolution qui est la bonne approche et c'est le sens de l'avis qui a été rendu hier par la commission consultative et de la décision prise par Bruno Retailleau sur la base de cet avis. Concernant les associations stéphanoises, nous espérons que le dialogue peut éviter d'en arriver à cette mesure de dernier recours. Ce dialogue a été engagé dans le cadre de la procédure avec les deux associations ultra. Et comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur hier dans un message, ce dialogue va se poursuivre et j'y prendrai toute ma part. Grâce à des engagements clairs de tous les acteurs, j'ai la conviction que nous pouvons éviter d'en arriver à des dissolutions. Ce dialogue doit garantir un climat de ferveur festif et familial. À Saint-Étienne, comme dans tous nos stades, nous voulons voir l'image du football que nous aimons tous. Pour conclure, je voudrais dire que le supporterisme français est un atout majeur de nos championnats que d'autres pays nous envient. Nous avons une occasion de le montrer avec force, à un moment où le football professionnel en a besoin. Et pour que le supporterisme continue à avancer, dans le dialogue et en écartant la violence, je réunirai l'instance nationale du supporterisme le 17 avril prochain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Ministre. Vous appelez au dialogue et nous sommes d'accord. Pour dialoguer, il faut des interlocuteurs. Pour avoir des interlocuteurs, il faut maintenir ces associations. Je compte sur vous. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Si le maintien des 4000 postes enseignants à l'issue du débat budgétaire a apporté une bouffée d'air à notre école, la préparation de la rentrée scolaire ne se fait pas sans difficulté. Dans plusieurs départements, les fermetures de classes sont ainsi vécues comme des douches froides, entraînant la mobilisation des élus locaux et de la communauté éducative. Je pense au département de la Moselle, confronté à 80 fermetures de classes et à 30 suppressions de postes. La Gironde, qui perd 60 classes et 13 postes.
et le Lot qui perd 2 écoles sans aval du maire. Cette fragilisation du maillage territorial des établissements scolaires, lourde d'incidences sur la vitalité de nos communes, suscite d'autant plus l'incompréhension quand les fermetures semblent tomber du jour au lendemain sans concertation suffisante. Vous vous étiez pourtant engagé, quand vous étiez Première ministre il y a 2 ans, à un changement de méthode et une transparence accrue en donnant une vision à 3 ans des fermetures de classes. Où en est-on aujourd'hui de cet engagement ? Nous connaissons déjà votre réponse face aux déceptions engendrées par la carte scolaire. Le déploiement d'une partie des postes sauvés sur certaines politiques prioritaires, à l'instar de la reconstitution des brigades de remplacement, fragilisées par vos prédécesseurs, ou de l'école inclusive. Malgré cette volonté affichée, force est de constater que sur ce deuxième point, le compte n'y est pas non plus. Les postes enseignants demeurent insuffisants pour améliorer significativement le taux d'encadrement, notamment dans le secondaire, préalable indispensable pour accueillir dans de bonnes conditions l'ensemble des élèves en situation de handicap. Il en va de même pour les postes de coordinateur ULIS. 20 ans après la loi de 2005, qu'est-il prévu en termes de moyens humains pour assurer un accompagnement pédagogique au plus près des besoins de ces élèves, à l'heure où l'évolution démographique constitue une opportunité à saisir? Pour vous répondre, la parole est à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame Elisabeth Borne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Pierre Monnier. Alors, vous l'avez dit, nous faisons face à une baisse démographique importante qui se traduit depuis plusieurs années et vraisemblablement encore pour plusieurs années par une diminution de près de 100 000 élèves donc chaque année. Et malgré cette baisse, et grâce au Parlement, nous avons pu maintenir le nombre de postes de professeurs et par ailleurs créer 2000 postes d'AESH, des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et ces moyens, mais vous avez quasiment déjà répondu à votre question, ces moyens, j'ai en effet fait le choix de les affecter à nos politiques prioritaires. En premier lieu, la réussite de tous les élèves, donc la réduction des inégalités sociales et territoriales, la poursuite du développement de l'école inclusive et puis un enjeu important qui concerne le remplacement avec précisément le renforcement des brigades de remplacement. Dans ce contexte, la carte scolaire ne peut pas être figée, elle ne l'est jamais. Il y a des ouvertures de classes, il y a aussi des fermetures de classes, mais je peux vous assurer que les services académiques ont été particulièrement attentifs à prendre en compte non seulement le taux d'encadrement qui va s'améliorer dans tous les départements, mais également le maillage territorial. Et je le souligne à Madame la sénatrice, il ne peut pas y avoir de fermeture d'école sans l'accord du maire. Donc je suis à votre écoute. Je suis à votre écoute, mesdames et messieurs les sénateurs, si cette règle n'est pas appliquée. Et par ailleurs, écoutez, je pense que j'aurai de nombreuses écoutes de votre part et on pourra échanger sur ce sujet. S'agissant de l'école inclusive, Madame la sénatrice, je pense que c'est très important que l'on puisse anticiper et répondre plus rapidement aux besoins des élèves. Et c'est tout le sens des pôles d'appui à la scolarité que nous avons commencé à expérimenter à la dernière rentrée, qui permettent précisément de ne pas attendre les notifications des MDPH pour proposer un accompagnement adapté aux élèves. Donc je me réjouis de pouvoir poursuivre le dialogue sur ces sujets avec vous, mesdames et messieurs les sénateurs. Bien, Madame Monnier, vous avez quelques secondes. Je crois que l'ensemble des sénateurs et sénatrices ont répondu. Pour moi, Madame la ministre, il y a un véritable problème et je crois qu'il faut y travailler parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe en réalité sur le terrain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté. La semaine dernière, les entreprises françaises qui sont en contrat avec l'ambassade des États-Unis ont reçu une lettre de l'ambassadeur leur demandant de mettre un terme à leur politique de diversité, égalité et inclusion. Et la même lettre les menaçait même de mettre fin à leur contrat s'ils ne cédaient pas à cette demande. Il est clair que cette lettre exporte la politique déjà engagée aux États-Unis depuis le décret exécutif de Trump, qui a demandé aux entreprises américaines de cesser toute politique de diversité.
Il est clair aussi que c'est une véritable ingérence dans la vie des entreprises françaises et que ceci relève de la croisade mondiale que les États-Unis entendent mener contre l'égalité entre les femmes et les hommes, contre l'inclusion des travailleurs handicapés, ainsi que contre la lutte contre les discriminations qui touchent les personnes LGBT. Alors, Monsieur le Ministre, j'ai plusieurs questions. Il faut, je crois, anticiper. Quel soutien moral, politique, économique comptez-vous apporter aux entreprises françaises qui pourraient être demain affectées par cette politique et dont on ne connaît même pas peut-être encore les développements futurs? Comment comptez-vous ne rien céder aux valeurs et aux lois françaises et en même temps aider les entreprises à résister et à amortir les impacts économiques que pourraient avoir ces décisions sur leur activité? Enfin, comment allez-vous les aider à s'organiser collectivement? Ça me paraît indispensable. Quelle initiative comptez-vous prendre pour que l'Union européenne porte la parole de la France et défende ce qui sont aussi les valeurs de l'Union européenne? Et enfin, un petit sujet dans le sujet, comment le gouvernement entend protéger les salariés français des entreprises américaines dont les cadres dirigeants seront soumis à la double injonction, d'une part des États-Unis de mettre fin aux politiques de diversité et d'autre part de respecter les lois françaises? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, Monsieur Lombard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laurence Rossignol, effectivement, nous avons pris connaissance de plusieurs courriers transmis par l'administration américaine dans son ensemble, via l'ambassade, à un certain nombre d'entreprises françaises, leur enjoignant, je cite, de mettre fin à la discrimination illégale et de rétablir les opportunités basées sur le mérite. Il est clair que ce courrier ne reflète que les valeurs du gouvernement américain et ce ne sont pas les nôtres. Cette pratique n'est pas acceptable et je regrette profondément ce courrier qui n'est pas à la hauteur de l'amitié séculaire entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au partenariat qui nous lie. Je me rendrai à Washington au mois d'avril dans le cadre de réunions internationales et je transmettrai ce même message très fortement et très clairement à mon homologue américain et à l'administration américaine. Je veux réaffirmer devant vous, avec le Premier ministre, avec le gouvernement, nos valeurs que nous défendrons fortement, qui sont naturellement la liberté, l'égalité, la fraternité, mais je veux rajouter l'inclusion, la diversité et la mixité. Ce sont ça les valeurs de la République et nous allons les défendre fortement. Comment allons-nous accompagner les entreprises ? Eh bien, nous aurons un autre événement qui va arriver cette nuit, qui sont probablement des tarifs élevés qui vont s'appliquer au commerce entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Et le président de la République a pris l'initiative avec le Premier ministre et le gouvernement de réunir les filières concernées à l'Élysée jeudi et nous allons dialoguer avec nos entreprises afin de leur apporter le secours que, à juste titre, vous proposez. Le temps me manque pour développer tous ces sujets, mais soyez certaines que le gouvernement sera à leur côté pour, dans ce qui est malheureusement une bataille, j'espère provisoire, eh bien, nous soyons solidaires, unis, efficaces pour défendre ces valeurs. Merci. Vous avez quelques secondes, si vous souhaitez, Madame Rossignol, quelques secondes. Monsieur le Président, toujours. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. J'attire aussi votre attention sur quelque chose qui n'a pas dû vous échapper, c'est la fin des dispositifs anticorruption aux États-Unis. Et en France, on n'a vraiment pas besoin en ce moment de lever le pied sur les dispositifs anticorruption. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Il y a 60 ans, la France adoptait une loi importante sur l'eau avec un modèle de gouvernance décentralisé, ambitieux. Pourtant, aujourd'hui, nous constatons des reculs. Quand le gouvernement prélève sur la trésorerie des agences de l'eau, quand l'État demande aux agences de financer des actions de la PAC, quand le ministre Rebsamen lui-même s'interroge sur la gouvernance et le fonctionnement des agences de l'eau, quand le gouvernement renonce à ses engagements sur la réforme des redevances pour financer le plan eau. Sur la base de ces constats, comment comptez-vous nous rassurer sur la politique des moyens ? D'une conférence nationale sur l'eau, version Michel Barnier, à des conférences régionales, version François Bayrou, quelle est la méthode de travail ? Quel rôle jouera le Comité national de l'eau, ainsi que les comités de bassin ? Vous avez enfin lancé votre feuille de route sur la qualité de l'eau. Avec ma collègue Florence Blatrix-Contat et le groupe SER, nous avons déposé une proposition de loi en ce sens. Mais parmi les annonces, que retenir ? La réactivation d'un groupe de travail, essentiellement technique, la publication d'un guide au préfet, sans pouvoir coercitif. Et côté financement,
On nous apprend que 6,5 millions d'euros seront dégagés du plan Éco-Phyto. Tout cela est bien faible au regard des besoins. 2 ans après les annonces du plan eau, moins de 5% des aires de captage sont protégées. Personne n'est dupe. Nous reportons toujours à demain les urgences du moment. Madame la ministre, la politique de l'eau reste-t-elle une priorité pour votre ministère? Pour vous répondre, la parole est à Madame Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique de la biodiversité. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gillet, merci de votre question et de votre engagement sur ce sujet de l'eau. Je pense en particulier à votre rapport publié en 2023 qui a largement enrichi nos réflexions. Nous fêtons aujourd'hui, quasiment jour pour jour, les 2 ans du plan eau qui avait été lancé par le Président de la République et mon prédécesseur Christophe Béchu. Un plan qui poursuit l'objectif de réduire notre consommation d'eau et de protéger notre ressource en eau en quantité. Ce plan, 2 ans plus tard, 64% des mesures ont déjà été réalisées et la totalité est engagée. Nous avons par exemple 50 sites industriels qui sont d'ores et déjà dotés d'un plan de sobriété en eau avec l'objectif d'atteindre 10% d'ici l'année 2027. Par ailleurs, j'ai publié vendredi dernier, aux côtés de mes collègues Annie Genevard et Yannick Neuder, notre feuille de route pour améliorer la qualité de l'eau potable. Cette feuille de route, elle vise 1. à identifier les aires de captage prioritaires afin d'y concentrer nos efforts. 2. elle dote de moyens financiers les collectivités, les agriculteurs, les industriels pour les accompagner. Et je veux préciser ces moyens. Vous avez mentionné les 6,5 millions d'euros. Ça, c'est pour la définition du périmétrage des aires de captage. Mais vous avez omis les 2 milliards d'euros d'Aquaprêt de la Banque des Territoires à des taux ultra compétitifs, ce qui n'est pas exactement l'épaisseur du trait. Et comme vous le savez, la Banque des Territoires a annoncé un complément de 2 milliards d'euros sur l'ensemble de ces politiques d'accompagnement de la transition écologique à ma demande et à celle de mon collègue ministre de l'économie. Nous sommes donc aujourd'hui dans une phase où les collectivités locales doivent se saisir de ces instruments. Le Premier ministre lancera enfin prochainement une grande conférence sur l'eau, une conférence qui sera portée effectivement au niveau des territoires. C'est important, il ne s'agit pas de discuter au national de l'eau, il s'agit de voir bassin par bassin comment on doit répondre au mur d'investissement qui nous attend, tout en veillant à avoir une tarification qui reste acceptable pour les habitantes et les habitants et en appliquant le principe pollueur-payeur. C'est de ce sujet-là que nous allons nous saisir. Je vous remercie. Hervé Gillet. Merci, Madame la Ministre. Hier, j'ai rencontré le directeur de la Banque des Territoires et lui-même reconnaît que les prêts Aquaprêt, en l'occurrence, sont faiblement mobilisés au regard de l'enveloppe qui est disponible. Et ce sont bien des prêts. Si bien que ça conduit, si on n'a pas une politique de soutien efficace, à un reste à charge qui est trop important pour les collectivités locales et territoriales et les maîtrises d'ouvrage. Et de fait, on a une problématique véritablement pour enclencher les investissements. Enfin, je vous alerte, Madame la Ministre, sur les conférences régionales, etc. Nous n'avons au niveau du Parlement aujourd'hui aucune information sur votre méthode d'élaboration. Et nous souhaitons bien évidemment être associés à notre niveau avec le Conseil national de l'eau et les parties prenantes aussi au niveau national, en respect aussi d'une logique de travail à l'échelle des comités de bassin.